Marieke van der Horst. Voilà, donc Marie, je vais te demander de commencer l'enregistrement, s'il te plaît. C'est fait. C'est fait, voilà, merci. Donc, puisqu'il me revient à la charge de te présenter, je vais essayer de le faire du mieux possible. Donc, tu t'appelles Marieke van der Horst. Tu travailles à la direction du secrétariat de scolarité pédagogique de l'Université d'Evry à Paris-Saclay. Tu es polyglotte émérite, puisque on compte parmi les langues que tu pratiques le français, l'allemand, l'anglais, le néerlandais, l'italien, l'autrichien, l'espagnol, l'irlandais et le flamand. Voilà. Tu es l'actuelle présidente des Amis des études celtiques. Tu es également membre du groupe mythologique d'Île-de-France, de la Société belge des études celtiques, membre du conseil d'administration de la Société de mythologie française. Et tu as d'ailleurs participé à la commission Atlas. Et si on veut te voir cet été, tu seras sur le stand de Keltia à Lorient, à l'occasion du festival interceltique du 31 juillet au 10 août. Par ailleurs, tu es l'auteur en 2020 de l'ouvrage Rhiannon et la Saint-Michel chez les Celtes, donc dans un ouvrage collectif, hein, Les Celtes et le cheval, édité par Eugène Vermanrol et Julie Cauvan, donc une coédition des musées de celtes de Libramont et de la Société belge d'études celtiques, un livre qui évoque notamment l'importance du cheval chez les Celtes au fil des siècles. Et tu as aussi publié Légendes celtiques, déesses, druides et héros, en collaboration avec l'artiste Christale Campubry, donc illustratrice passionnée elle aussi de culture celtique. Tu as aussi publié une cinquantaine d'articles autour de la mythologie celtique dans Keltia Magazine et dans le bulletin de la Société de mythologie française. Et tu as enfin donné une vingtaine de conférences autour des mêmes thèmes. Alors, j'ai envie de dire de toi que comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petite, puisque c'est depuis l'âge de 6 ans environ que tu t'intéresses à la culture celtique. Et que fidèle à la durée des études des druides, 20 ans minimum, 30 années pour les Rolam, tu étudies sérieusement les Ogham et leur mythologie depuis 26 ans, de 4 à 20 heures par semaine. On va dire que loin des élucubrations qu'on pourrait qualifier, je mets des guillemets, de zozotériste ou de New Age, le fruit de tes recherches et de tes études va se traduire finalement en 2026 par un livre, et je souligne un livre sérieux sur les Ogham, qui sera publié aux éditions Johan M. Banner. Et dans une sorte d'avant-garde, ou d'avant-première, tu vas nous partager le fruit de tes réflexions que l'on retrouvera ensuite dans le livre qui va être publié donc à peu près dans un an. Et je vais te laisser, Marieke, la parole qui te revient et je vais demander à tout le monde de, de quitter plutôt de fermer les micros. Je vais fermer moi-même le mien de manière à ce que tu puisses intervenir et je vais demander à tout à chacun, oui, pour l'organisation de la soirée, si vous avez des questions à poser au fur et à mesure que vous entendez Marieke parler, vous les mettez dans le chat, hein, il suffit de cliquer chat en bas. Moi, je les lirai. S'il y en a plusieurs qui se recroisent ou dans le sujet, j'en ferai une question commune. Et Marieke y répondra donc après sa conférence qui va durer 45 minutes minimum, 1 heure maximum, et après on aura à peu près autant de temps d'échange avec elle. Marieke, la parole est à toi, je te remercie. Alors, bon, ben, bonjour. Donc, effectivement, comme vous le voyez, j'ai essayé de faire une conférence sur les OGAM. Ça fait une trentaine d'années maintenant que je les étudie. Bon, donc je me suis dit qu'il était temps de partager. Donc, les OGAM, ce sont des choses très particulières. C'est une... Ah, attendez, hop. Voilà. C'est une écriture qui est effectivement une écriture secrète. Donc, euh, et elle est utilisée aussi bien par les druides que par les bardes, que par les philides. Donc, c'est pour ça que je dis les sages irlandais, parce qu'effectivement, bon, je ne voulais pas dire que druide ou que barde, ça aurait été faire un peu de. C'était se restreindre. Alors, déjà, on va commencer par un petit glossaire succinct, parce que euh, je vais utiliser des mots et je préfère autant que vous sachiez de quoi je parle. Donc, il y a un fid, donc c'est un symbole ogamique qu'il ne faut pas confondre avec une lettre, hein. C'est le pluriel de fida. Il est remplacé à l'époque médiévale par les littéras, donc ils font bien la différence, les Irlandais. Mais le terme indigène de fid donc, a été utilisé
avant l'époque latine. Il y a le Eikme, donc qui est le groupement des différents fides. Alors, si vous connaissez les runes, c'est un peu comme les éthers runiques, c'est-à-dire on les classe par groupe de 5. Et donc, il y a le Eikme Beit, Huat, Muin et Ailm. Donc, je prononce certainement très mal. Donc, si vous avez une meilleure prononciation, n'hésitez pas à le garder parce que je n'ai absolument aucune idée comment ça se prononce. Après, vous avez le Dream, donc, qui peut se traduire par quête. Donc, c'est l'élément du milieu autour duquel on va écrire l'écriture ogamique. Donc, et ça va être une petite partie de la première partie de mon intervention. Ensuite, vous avez la suite ogamique, c'est-à-dire tous les ogames d'un même type. Vous allez bientôt comprendre de quoi je parle. Donc, vous voyez, ça, ce sont les ogames. Vous voyez les différentes EICM, B, M, H, M et A, à l'époque, après l'arrivée de l'écriture latine. Vous avez donc les fides, qui sont donc les choses qui remplacent des lettres, qui sont remplacées par des lettres ensuite. Vous avez l'EICM, donc la totalité d'un ensemble de fides classés par 5 éléments. Et vous avez le Dream. Fit, EICM et Dream, ce sont les éléments les plus importants à connaître à propos des ogames. Alors, vous voyez, l'ogame, c'est quelque chose de très, très différent. Vous avez aussi bien la pierre ogamique que vous voyez sur votre côté gauche, et vous avez l'écriture ogamique qui est médiévale, qui est sur votre côté droit. Donc, pierre ogamique, écriture médiévale, les deux sont des ogames. L'un est l'ogame scolastique, qui est dit ogame scolastique, l'autre est dit ogame crop, ou craft. Alors, on va commencer par l'ogame craft parce que c'est le plus ancien. Il s'écrit sur un bord, un angle d'une pierre, du bas vers le haut et de la droite vers la gauche. Donc, complètement le contraire de ce qu'on fait actuellement. Et surtout, il est en 3D. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il est défini ainsi, c'est ainsi qu'un arbre est grimpé, à savoir, marchant sur la racine de l'arbre d'abord, avec ta main droite d'abord, et ta main gauche ensuite, puis suivant la voie du tronc et contre elle, à travers elle et autour d'elle. Donc, on revient ici sur le pierre de Waterford. Vous voyez bien qu'on écrit sur la crête, le Dream, l'angle, et que les lettres donc sont vraiment visibles uniquement si on est juste devant l'angle. Donc, si on se place devant la pierre, la côté plate, il faut faire un pas de côté pour pouvoir lire ce qu'il y a à l'angle. Vous voyez donc effectivement sur cette pierre, donc, qui est un dessin du 18e, d'une pierre ogamique, ils ont été obligés de noter sur le côté du dessin les traits qui manquent à l'écriture ogamique. Donc vous voyez bien qu'ici par exemple, les trucs du bas, quand vous voyez les petits points, ça peut aussi bien être des petits points qui sont des voyelles, comme on a vu tout à l'heure, ou alors des petits points parce que c'est le début d'une autre lettre, mais de l'autre côté de la pierre. Donc, c'est une écriture 3D et elle est même gardée en mémoire parce que vous avez, par exemple, sur cette pierre, pardon, sur cette image du club des véritables Highlanders, vous avez donc l'ordre alphabétique puisqu'il le compare avec d'autres écritures, mais vous avez bien, non pas un trait au milieu comme on voit beaucoup de gens qui font des bijoux qui le font actuellement, mais vous avez une zone d'ombre et une zone plus claire, c'est-à-dire on essaye d'évoquer le 3D. L'ogame scolastique, par contre, donc, est connu comme alphabet. Et effectivement, il a toutes les particularités. C'est une adaptation de l'époque chrétienne. Donc, on a un changement de paradigme. On ne respecte plus du tout l'élément avec le 3D.
On ne va plus du tout du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, comme on le verra. Et on va de gauche à droite et on dessine le trait. On n'est plus sur un angle ou sur une crête, mais on est obligé de dessiner l'angle. Donc on va dessus ou dessous la ligne ou sur la ligne. Voyez? Donc au lieu d'aller du bas vers le haut et de la gauche à la droite, il change. Oh, mais en plus, les deux dernières ekmes, l'ekme min et l'ekme elm, c'est-à-dire les voyelles et ce qu'on appelle les diphtongues, mais bon, ils changent aussi. Idad, par exemple, ou regardez bien les choses en tirées en rouge. Vous allez voir que les voyelles s'agrandissent et finalement, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'ekme 3 parce qu'effectivement, à l'écriture, les pointes, les petits points sur les traits ne sont pas très visibles. Donc, on se sent obligé de les agrandir. Et pour faire la différence, on va pencher l'ekme min. Donc, vous avez bien vu sur la pierre de Waterford, que je vous ai montré tout à l'heure, que les voyelles et le M étaient tous les deux droits. Donc là, du coup, maintenant, en étant plus tardif, l'Egmemwin va devenir oblique et non plus droit. Et donc les voyelles deviennent des traits. Donc on a actuellement, où on avait anciennement donc l'alphabet dans cet ordre-là, mais maintenant ça va être différent. L'alphabet se tourne et il devient comme une écriture latine. C'est-à-dire tout simplement parce qu'on a besoin de l'adapter à l'écriture manuelle. Et effectivement, quand on est droitier, il est plus facile d'écrire de gauche à droite parce qu'on n'étale pas l'encre, tout simplement. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, on est donc dans une période du déclin du pardisme et du druidisme, et à un moment où les premières lois antibardes sont proclamées, c'est-à-dire 6e, 7e siècle. Donc, les philites des monastères prennent le relais. Effectivement, ça va être un peu difficile parce que on va aussi bien avoir une écriture en même temps avec une influence chrétienne et en même temps, dans le même livre, on va avoir encore des écritures avec une mythologie ancienne. Donc, l'origine mythique initiale, donc, c'est effectivement que l'écriture ogamique a été inventée par Ogma, premier inventeur. Voilà. Pourtant, vous voyez, ils font une espèce d'étymologie populaire, Ogam et Ogaim, que les poètes appliquaient aux poésies dans des buts définis, car c'est par les Fédas que le gaélique est le travail sans fin des poètes. C'est-à-dire que dans une poésie, les ogames sont écrits, mais peut-être d'une façon mystique qu'on a perdu de vue. Alors, c'est la première chose qui fut écrite en ogame. Excusez-moi, les voisins sont légèrement bruyants. Alors, le dieu Ogma, pourquoi est-ce qu'il a inventé l'écriture? Mais tout simplement, c'est l'histoire qui le dit, parce que il voulait prévenir, donc en tant que dieu, prévenir Luc, fils d'Etliou, que sa femme allait être enlevée. Ta femme sera emportée de toi vers le site ou un autre pays. C'est un moyen de communication du dieu Lug vers, du dieu Ogmios ou Ogma vers Lug. Et c'est pour ça que selon ce texte-là, Beiti a pris séance, parce qu'on a utilisé le boulot pour écrire ce message. Mais donc, comme vous avez vu peut-être en premier, Beiti est tout simplement le boulot, en fait, ressemble à l'écriture ogamique, c'est-à-dire c'est un trait droit avec des petits traits de côté, sur le côté ou sur le tronc qui peuvent éventuellement être décryptés. Donc après, c'est 7 boulots. En fait, boulot est le nom du petit trait de l'ogam krob. Donc le petit trait
euh, il peut être écrit de façon différente. Et d'ailleurs, dans tous les textes, on a des façons différentes. Vous voyez que dans le texte lui-même, c'est 3 petits traits plus, non, pardon, 4 plus 3, donc ce ferait SF, très science-fiction, ou SN, non, bon. Ensuite, vous avez 7 traits, donc dans le gamme de Brick-Rios, ça nous emmènerait vers le chêne. Ensuite, vous avez 4 petits traits en bas, 2 de Lake 3. Ensuite, de nouveau, 4, une autre façon, et un autre à la fin. Et ensuite, vous avez une dernière proposition qui a été encore donnée par Valençay. Donc, ces 7 boulots, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est même pire que ça. Euh, on va avoir donc somme qui est écrit avec les 7 boulots. Alors, ce serait, selon Valençay, un autre nom de Augmin, qui est en même temps aussi Senfelad. Donc, ça devient tout un mix. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que les gens, bon, il y a eu 7 boulots qui ont été écrits, mais on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qui a été écrit avec ces 7 boulots. Et il y a même un texte qui dit que maintenant, tous les noms de clans doivent être écrits avec 7 boulots. Donc, vous avez un nom de clan, vous avez un nom ogamique de clan qui doit être écrit avec 7 boulots. Vous pouvez les disposer comme vous voulez, mais c'est un nom de clan. Donc, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Les outils pour étudier ces ogames sont ce qu'on appelle les Eidgitir et les Briatarogames. Donc, les Eidgitir, ce sont des alphabets qui sont associés, bon, je dis à des gloses mystiques, mais c'est plutôt un mot. Par exemple, on va avoir la lettre. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme exemple? La lettre A. Fortudiner, par exemple, la lettre F, c'est Fortudiner, je crois que c'est la lettre F, ça veut dire fierté, ou non. Bon, en tout cas, c'est un exemple comme ça, mais là, j'en ai pas en tête. Je suis désolée, je ne l'ai pas écrite ou j'ai perdu le truc. En tout cas, les Aiguitaires, ça va être une lettre, un mot. Un peu comme on va avoir l'alphabet vous savez, quand on est dans un avion, on va utiliser Foxtrot, Alpha, Hotel pour dire des mots. Au départ, les gens pensaient que ça avait autant de valeur, c'est-à-dire que on prenait une lettre, par exemple le gamme des oiseaux, bon, on prend Druin, qui est Druen, qui est le roitelet, pour la lettre D, parce que ça commence par le D. Mais on va voir qu'en fait, non, c'est pas simple, pas du tout ça. Après, il y a donc les briatarogames. On va d'abord commencer par ça. Ce sont des gloses ou des petits textes plus longs associés à chaque feed, à chaque élément symbolique et qui, du coup, n'est pas forcément associé à une lettre alphabétique. Donc, vous avez les plus connus, le briatarogame de Moren MacMoyne, MacIntosh et Conculain, donc Cuchulain. Mais dans l'oreille sept, il y a aussi d'autres briatarogames qui ne sont jamais cités. Peut-être celui donc de Feschertne, de Phineas Farseid, ou de Amergen Genou Blanc, Amergen Glungel, parce que en fait ils ne sont pas annoncés avec Briatarogam in 6. Donc, mais les textes sont très proches. Les auteurs donc, de l'Oiracept, qui est le livre qui contient tous ces textes, sont 4. Donc il y a Senfelad, Fecherte justement. Ensuite il y a Amorgan et Phineas Farseid. Selon les textes, ils ont été écrits à des époques différentes. À chaque fois, on donne la raison. C'est très celtique. Le motif pour lequel un texte a été écrit et puis à quel moment. Donc après ce moment-là, on peut le dater à peu près, mais pas toujours. Ah, pardon. Donc, l'Oiracept va définir les Aedgiter lui-même comme une collection de lettres avec leurs liens, en fait leurs affiliations, ils disent ça. Donc, il va y avoir aussi des Aedgiter du hébreu,
des agiteurs chrétiens, germains, espagnols, hiberniens, gaulois, quoique le gaulois, mais pas latin. Et ça les a tellement traumatisés qu'ils ont inventé un agiteur latin à partir des écrits de Virgilius Maro Grammaticus. Donc, c'était tellement inconcevable pour eux que les latins n'avaient pas pu faire un agiteur qu'ils l'ont inventé. Effectivement, Virgile Maro Grammaticus avait dans son livre, dans ses écrits, il parle d'un langage de savant et il donne des noms, rof, bof, des noms qui semblent absurdes, et en disant voilà, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. Mais qui a priori ne repose pas sur grand-chose, mais ça a été repris parce qu'ils estimaient que comme ça venait de Gaulle, donc de Toulouse, Virgile le Toulousain, ils estimaient que c'était latin et donc c'était agitur. Mais rien dans les textes de Virgile Maro Grammaticus n'indique qu'il considère que c'est un alphabet. Ensuite, effectivement, comme je vous ai dit, donc il y a dans les agitères l'ogame des rivières, des forteresses, des oiseaux, des couleurs, des églises, l'ogame rustique ou paysan, ça dépend comment on le traduit, l'ogame des saints, l'ogame des arts, il y a plein de... il y en a une 70 à peu près. Mais ces outils sont très utiles. Regardez par exemple avec les chênes. Donc, vous avez la glose qui veut dire le plus haut des arbres, c'est le chêne, à cause de... et la lettre est appelée ainsi à cause de l'arbre correspondant dans les bois. Donc, dans les lois, on va retrouver le même terme, ardam dostep, c'est-à-dire le plus haut des arbres. Pourquoi le 7? Peut-être parce qu'effectivement, et là on fait appel aux agiteurs, dans l'agiteur de l'ogame des arts, on parle de druidique, c'est-à-dire la magie druidique, des arts druidiques plutôt. Donc, et les arts druidiques, il y en avait 7. Et le chêne se trouve à la 7e place. Le roitelet, l'oiseau des druides, qui va se trouver à cet endroit-là aussi pour d'autres raisons. Et David, l'harpiste, donc Saint David, le harpiste, va se retrouver dans l'ogame chrétien des élèves. Effectivement, Saint David était un harpiste, David de la Bible, hein, était à l'origine de la généalogie de Jésus, et il est au pied de l'arbre de Jessé, et il est sage et il joue de l'harpe. Donc, il a tout pour être un bon druide. Alors, l'alphabet des arbres, il est effectivement plus compliqué qu'il ne fallait. Déjà, donc, et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, parce que tout ce que je vous ai dit là est relativement connu. Alors, il y a effectivement la notion de un arbre et un feed. Est-ce qu'effectivement on a un arbre pour un feed? Est-ce qu'on a un feed pour un arbre? On a la notion de canne à soie, que je vais donc vous détailler, et le drinktact, c'est-à-dire le nom d'escalade. Alors, déjà, commençons par un arbre pour un feed. L'arbre, en fait, il partage l'honneur. L'arbre n'est pas le feed, il n'est pas la lettre. Quand on dit D égale au chêne, dire, ce n'est pas ça. Là, par exemple, pour le fern, donc qui peut être l'aulne, mais pas que, on dit qu'ils partagent l'honneur avec l'aulne. Donc, ils sont rouges de la même façon, parce que le bois de l'aulne est rouge, et fern, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, parce qu'il n'y a vraiment pas le temps, est aussi associé au rouge. Notamment parce qu'il y a le bouclier. Le bouclier, qu'en temps de guerre, est couvert de rouge, c'est-à-dire de sang. Donc, et c'est pour ça que la lettre ogamique a pris son nom de cela. Donc, la lettre ogamique fern va s'associer à l'aulne, non pas parce que ça commence par un F, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'est le cas, mais pas toujours. Tout simplement parce qu'ils sont rouges de la même façon. Pareil, dans l'ogame Louis, par exemple, Louis fut nommé d'après un arbre. Louis n'est pas un arbre. Car Louis, flamme, est le nom pour cartan, sorbier.
Donc, le sorbier ne commence pas du tout par un L. En gaélique ancien, et d'autres disent plaisir des yeux, cela est dû à la couleur de ces baies. Effectivement, de nouveau, bon, le premier Eikme, les deux sont dans le premier Eikme, sont énormément liés au rouge, hein. Donc là, de nouveau, le sorbier est associé au Louis, la flamme, parce que c'est un bois qui brûle relativement bien, elle a des baies bien rouges et pour d'autres raisons encore. Donc, idem dans un autre Briatarugam, Louis, l'arbre, est associé à l'orme, le pin, mais pas du tout au sorbier. Et pourquoi l'orme? Parce que Louis et l'âme commencent tous les deux par un L, peut-être, mais il y a d'autres raisons aussi. Ensuite, vous en avez un autre qui, de nouveau, va prendre l'ancien Louis, à savoir flamme ou radiance. Il ne parle plus du tout d'un arbre. Ce qui est vrai, parce que l'arbre est associé uniquement à cause de certaines particularités. Donc, l'exemple de Louis, vous avez aussi le fait que vous avez plusieurs arbres liés à la même lettre. Donc, l'M, ami du bétail, c'est-à-dire orme, et dans un autre, on va trouver ami du bétail, c'est-à-dire l'orme. C'est une rétribution pour le bétail, à savoir proche de l'orme en raison de sa floraison et en raison de son duvet. Parce qu'effectivement, l'orme, sa floraison a des petits poils. On dirait une petite bête. Car c'est ainsi qu'il prit l'apparence de Louis de Logam, car il fut appelé sorbier plus tard. Donc vous voyez que c'est les particularités de l'arbre qui sont importantes et non pas la première lettre. Donc là, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, c'était uniquement pour vous indiquer qu'effectivement, une arbre peut être associé à plusieurs lettres, une lettre peut être associée à plusieurs arbres, et quand vous regardez la fin, vous voyez que par exemple, l'EICM 2, il y a 19 arbres qui sont associés, tandis qu'il n'y a que 5 lettres. L'EICM 4, il y en a 16. L'EICM 2, il y en a 12. Et l'EICM 1, il n'y en a que 10. Donc c'est vraiment... et puis, donc, certaines lettres, ben, justement, il y a par exemple le peuplier tremble. Bon, il est associé à plus de 5 lettres. 5, voire 6. Donc, voilà, mais minimum 5. Voilà. Donc, d'où tient Logam son nom? C'est selon son et matière. C'est dans le texte. Donc, si le Ogam ne vient pas du nom de l'arbre, c'est parce que en fait, une signe ogamique est une espèce d'ensemble où les choses qui se trouvent dedans vont être liées par fond et forme. Alors, ou signifiant et signifié, son et matière dans les textes de l'Oraïset. Donc, ils appellent ça le Kan al-Sfoir. Alors, pourquoi? Bon, c'est effectivement, selon la matière, Ogam est l'allitération parfaite. Mais selon selon le son plutôt, et je pense qu'ils ont dû inverser. Selon la matière, c'est le père de l'Ogam, c'est-à-dire Ogmios. Et la mère de l'Ogam, c'est-à-dire le main ou le couteau d'Ogma. Vous voyez aussi, donc le Kanassoir, ça devient fond et forme, donc rapprochement des idées mystiques, qui soient de fonction ou mythologiques. Par exemple, l'Em, qui est la main, Louis, qui est la flamme, qui commence par la même lettre. Ensuite, on va associer tout ce qui est lié à la main à la lettre Louis. La forme, donc l'homophomie, l'orme qui se dit l'em et la main qui se dit l'âme. Ressemblance à des objets comme le même type de feuilles ou de fleurs pour les arbres, une couleur comme vous venez de le voir. Et en fait, cette notion, elle a été retrouvée en Écosse dans le mot oidam, qui serait donc le mot officiel de l'ogam en écossais. Mais il a été traduit par une notion, une idée, une allusion, un sens.
Et donc, John Rhys, il pense que c'est parce que le mot oïdam a perdu la valeur de la signification d'ogam. Mais en fait, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que oïdam traduit très bien ce que c'était l'ogam. Donc, par exemple, prenons le saule. Alors, le texte, c'est plante des abeilles, à savoir le saule, pour sa fleur et pour son pour sa fleur et son miel, je crois. Son chaton, voilà. Alors, c'est pourquoi il fut mis pour le fit qui fait penser dans l'ogam. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas le saule qui est le fit, mais il y fait penser. Effectivement, donc le chaton est en forme d'abeille, le tronc produit de la cire, le saule marceau est l'espèce le plus mellifère. C'est un arbre qui fleurit en mars, et donc d'où l'étymologie populaire de marceau. Donc, la plante des abeilles est là pour symboliser l'abeille. Donc, seil, saule, n'est pas le saule, mais est l'abeille. Tout simplement parce que le saule est une abeille végétale. Vous avez aussi le deuxième exemple. Oh, pardon. Le deuxième exemple, effectivement, donc l'abeille et le saule sont associés, mais aussi parce qu'il y a la notion de seil, souil et sol. Souil, ça veut dire œil, et sol, ça veut dire soleil. Donc, aussi bien l'abeille va être associée à cette lettre, le saule va être associé à cette lettre à cause de l'abeille. Ensuite, vous avez le soleil et l'œil qui vont être associés à cette lettre, ou ce fil, à cause de leur ressemblance avec les mots. Vous avez aussi l'exemple du frêne. Donc, il y a deux choses. Il y a le Briatarogam de Phineas Farsight qui va dire que c'est parce que la chaîne est une lance. Effectivement, le chêne peut être, quand on le coupe bas, il va y avoir des rejetons qui sont des petits rejetons très droits qui montent à 2-3 mètres de haut et qui sont parfaits pour faire des lances ou des ensouples de tisserands. Donc, on va avoir la notion de frêne associée à la lance. Mais, donc le nin, ce serait plutôt la lance. Vous avez donc comme un oiseau associé la bécasse. Et donc quand vous voyez là, il y a une plume de bécasse, c'était une plume qui est utilisée énormément par les félines, parce que bon, les anguittaires, encore une fois, ils sont d'origine médiévale. Donc la plume est utilisée par les félines pour faire des enluminures. Donc c'était un travail de degré déjà plus important. Ces enluminures, bon, vous voyez la forme de la plume de la bécasse, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à un fer de lance. Et juste à côté, vous voyez les feuilles de frêne qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des fers de lance aussi. Donc le frêne est une lance. Ses feuilles sont en forme de fer de lance, ses branches servent à faire des lances ou des métiers à tisser. Et effectivement, c'est un arbre qui peut facilement se comparer à une lance. Donc, mais en sachant qu'effectivement, frêne ne se dit absolument pas nin, il se dit wisend. Encore une fois, l'arbre n'est pas le nin, il est associé au nin. Et par contre, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu l'écriture ogamique, ils savent comment que la lettre nin est aussi utilisée pour indiquer lettre. Parce qu'effectivement, ça devient une lettre. Mais c'est probablement, tout simplement, parce qu'avec les feuilles pennées du frêne, on peut s'exercer à écrire du crapogam. Voilà, effectivement, on n'avait pas le droit, selon certains textes anciens, d'écrire en ogam et on ne pouvait pas le garder comme étant une écriture. Bon, ça devait être détruit, sauf exception. Donc, pour s'exercer,
prendre quelque chose de si périssable que des feuilles et des branches est très, très compréhensible. D'ailleurs, on voit dans le lait de la chèvrefeuille, il y a peut-être une allusion dans ce sens-là. Mais bon, alors, sachez quand même que selon euh, tous les spécialistes de l'ogame, euh, selon tous les spécialistes de l'ogame, comment dire, l'ogame est d'origine latine, tout simplement parce que les lettres suivent une ordre de l'alphabet latin. Donc, sauf que je n'ai jamais compris sur quoi il se base. Vous voyez, déjà, au niveau des voyelles, ils ne sont pas dans le même ordre. Donc ça, c'est le prétexte en disant oui, parce qu'ils sont par couple, il faut inverser les couples. Ok. Ensuite, vous avez, donc une fois qu'on enlève les voyelles, il faut mettre ensemble les consonnes, les muettes et les grecs, alors ce qu'on appelle les grecs. Ensuite, il faut monter le B parce que c'est les premières lettres. Il faut descendre, il faut mettre sur le côté GMR. Je ne sais plus pour quel motif, voilà, mais bon. Et ensuite, il faut encore rechanger. Donc en fait, on a 5 ou 6 changements. Moi, ça me fait beaucoup penser au dicton qui dit avec des scies, on peut mettre Paris en bouteille. Effectivement, à force de faire tant de changements, je ne vois pas où se trouve la preuve comme quoi ça descend de l'alphabet latin. Le drink, ça ne veut pas dire que ça ne descend pas de l'alphabet latin, mais je ne comprends pas sur quoi il se base. Alors, tandis que le drink tart explique très bien pourquoi une lettre se trouve à un endroit. Bon, là, j'ai pas le temps de détailler toutes les lettres, on va en faire uniquement quelques-unes. Donc, la connaissance de l'ECM est la suite des feeds, c'est-à-dire progression, d'après 3 groupes de feeds qui sont les Drintarta. Le nom d'escalade dans l'ogame. C'est ainsi qu'on différencie l'ogame, à savoir comme avancement dans l'arbre et pourquoi l'arbre est à cette place dans le chemin de l'ogame. C'est pas moi qui écris, c'est dans le récept, hein, il y a les références en dessous. C'est la racine, à savoir la racine des arbres, à savoir c'est ainsi qu'on grimpe dans un arbre en s'appuyant, etc., etc. Donc, pour le récept, si un arbre se trouve à tel et tel endroit, c'est que c'est pour une bonne raison. Et donc, c'est là où on va commencer le petit jeu. Essayez de me donner le nombre qui est associé au noisetier. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie celtique, mais laissez un petit message dans le chat et dites-moi à quel nombre on va associer le noisetier. Je vous donne 2 secondes. Oh, 10 secondes. Ton, 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 ton. Ok. Et la pomme. Dites-moi, la pomme est associée à quel chiffre? Dans quel ordre, à quel niveau on va le trouver dans l'alphabet ogamique? Bon. Le noisetier, donc bon, ça se voyait peut-être pas très bien, mais ils vont souvent par 3. Et là, donc, il y avait 3 images de 3, c'est-à-dire 9. Ceux qui connaissent un peu la mythologie celtique savent qu'autour de la source du savoir, il y a 9 noisetiers. Et la pomme se trouve à la place numéro 10, pour d'autres raisons, mais notamment aussi parce que c'était un des seuls fruits qui se trouvait en Irlande à l'époque, à part la noisette. Donc c'était un des seuls fruits qui sont vraiment liés au chiffre 5. Donc coupé en 2, ça fait 10. Et effectivement, donc la pomme se trouve dans les drink tart 2.5, c'est-à-dire ECM 2, 5e lettre, ou 5e feed. Et le noisetier se trouve au drink tart 2.4, c'est-à-dire 2e ECM, 4e feed, c'est-à-dire 5 plus 4 égale 9. Un autre, voilà.
Savez-vous quel drink c'est? Une des trois parties d'une roue, autre chose que cela aujourd'hui, et c'est le roue ancien, c'est pourquoi il est mis pour tine, c'est-à-dire, etc. Alors, une des trois parties d'une roue. Voyons voir. Voilà la roue. Est-ce que vous pouvez me dire quel drink c'est? Bon, c'est pas une roue, c'est une rouelle, mais le principe est le même. Bon, on va voir. C'est le drink tac 8. Donc le roux se trouve à la 8e place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une roue. Effectivement, si le roux, c'est un bois très dur, donc il va être au niveau des moyeux. Mais ce n'est pas qu'un roux, c'est aussi la roue du temps. Parce que le roux, tout comme d'autres éléments qui sont associés à cet rythme, sont des choses, comme notamment le feu, parce que tine, ça veut dire feu, sont des choses qui sont liées aux fêtes des saisons et aux fêtes celtiques. Et la même chose, on va le retrouver pour le ECME 1 et le ECME 2. Le ECME 1, si on considère donc qu'on grimpe dans l'arbre, c'est l'ECME le plus abordable, c'est l'ECME avec lequel on débute les études. Donc, on est encore dans l'ombre. On est dans l'ombre on est dans l'obscurité, on ne sait pas grand-chose. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez l'image qu'on a vue tout au début dans le livre des véritables Highlanders. Effectivement, l'ombre était du côté de l'Eikme Beit, du premier Eikme. Et c'est pourquoi le premier Eikme est entièrement dédié au feu, au soleil, au sang de la vie, à des choses de ce type-là, parce que quand on débute, on est dans l'ombre, on a besoin de lumière. Le deuxième Eikme, eh ben, il est côté solaire, parce que on est devenu solaire, on a déjà acquis un savoir et on peut attaquer l'ombre. Et par exemple, Beit, dans le glossaire de Cormac, on va dire bit, donc Beth, excusez-moi, et qui veut dire tout simplement, ou qui est traduit quasi vita. Et vita, c'est la vie. Donc la première lettre, c'est la lettre de la vie, Beit. On a donc Louise qui veut dire flamme, Fern qui est donc le sang frais. Bon, à chaque étape, on va avoir dans la ECME 1 quelque chose de, de vivant, de lumineux, de l'apprentissage. Tandis que Huat, c'est l'horreur, c'est l'ombre, l'ombre qui fait peur. Duir, c'est aussi, il y a l'arbre qui est associé à l'ombre de l'arbre parce que c'est un arbre qui va très loin. Tine, donc, qui est le feu, mais le feu saint, le feu sacré. Kol, bon, qui est le savoir. Quert, qui est bon, ça devient un peu trop compliqué, qui est, je dirais, la transe initiatique. Voilà. Donc, là, vous avez quelques exemples. Le premier est l'arbre à l'origine de l'écriture. Hein, il produit le papier et le charbon. La 7e place, c'est le chêne avec les 7 arts du druide, comme on l'a vu. Tine est comparé à la roue. Donc, mais comme je dis, il est associé à la baie de sureau, le fer, etc. Les 9 moines noisettiers. Le 10, donc, c'est la crainte, le pommier qui est lié à l'au-delà. Et dans la religion chrétienne, le 10, effectivement, c'est Dieu. Ensuite, il y a l'If qui se trouve dans l'ECME 4, mais on ne sait pas trop si c'est 4e place ou 5e position, parce que Ebad et Dad, bon, il y a des problèmes de traduction. Mais effectivement, moi je serais plutôt pour dire qu'il est en 4e position, tout simplement parce que l'Ogam était écrit sur des bâtons d'If qui étaient à 4 faces. Et on a beaucoup de textes où l'If est systématiquement associé au chiffre 4. Après, effectivement, on va avoir un déclin. Il va y avoir de la christianisation. Et comme auparavant, on voulait absolument trouver un Aïd-Gitir latin, parce qu'il était quand même inconcevable que les latins ne puissent pas avoir un alphabet glosé. Et là, on a essayé de trouver quelque chose d'analogue qui va vous
qui se trouvait dans la Bible. Et on a trouvé la tour de Babel. Effectivement, la tour de Babel, c'est quoi? Il y a l'école de Phineas Farsight, donc un des inventeurs de la langue gaélique selon ce texte, qui est au pied de la tour, comme on est à la racine de l'arbre quand on met le pied sur la racine de l'arbre. La tour va monter et elle est construite avec les gens qui parlent tous une même langue. Elle va monter. Au moment où on arrive presque au ciel, il y a un déclenchement d'une catastrophe et tout le monde va parler des langues différentes. Donc effectivement, il y a une explosion des langues qui sera apprise par l'école de Phineas Farsight. Donc cette tour, elle est faite pour aller à l'encontre de Dieu. Et Logam, je reprends de nouveau le même texte, c'est-à-dire que on va donc grimper dans l'arbre. Donc vous remarquerez que là, dans l'arbre, j'ai pris un chêne stylisé, tout simplement parce que de certains textes de Logam, on précise que le druim est un chêne. Donc, les petits traits que vous voyez sont des bouleaux, le druim est un chêne. On grimpe dans le chêne, hein, donc main droite, main gauche, pied droite, pied gauche. Et ensuite, on arrive dans la cime. On a d'ailleurs un très joli poème gallois qui dit la cime des chênes, ou la cime des arbres. On arrive dans la cime et on devient une espèce de Gaït. C'est-à-dire le Gaït, c'est le sage qui reçoit l'inspiration et pendant ce temps-là, donc on est dans une espèce de transe, de folie. On revient sur Terre ensuite. Les Gaïts fameux sont par exemple Merlin, vous avez Sweeney, vous avez... Donc ce sont tous des super druides, je dirais. Il y a même Taliesin. Et ces super druides, une fois qu'ils sont redevenus normaux, eh ben, ils ont un savoir quasi absolu. Donc effectivement, en suivant cette démarche quasi initiatique de Logam, en essayant de comprendre chaque lettre, en essayant d'aller vers le haut de l'arbre, mythiquement, symboliquement, on va ensuite ainsi accéder à la connaissance. N'oublions pas, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ma conférence sur l'arbre du monde renversé, mais effectivement, l'arbre est un moyen de rentrer en contact avec les dieux chez les Celtes. Donc là, une fois qu'on est dans l'arbre, on est en contact avec les dieux, comme le but avoué de la tour de Babel, c'est-à-dire rencontrer Dieu de visu. Donc voilà. Et je pense qu'effectivement, Logam peut servir à ça, c'est-à-dire, en tout cas, était considéré pouvant servir à ça, c'est-à-dire rencontrer son Dieu une fois qu'on a fini ses études. C'était peut-être le but avoué ou non avoué de cette écriture. Voilà. Donc c'est vraiment fait pour rejoindre Dieu. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc effectivement, voici les quelques écrits que j'ai faits. N'oubliez pas qu'effectivement, les AUC ou les éditeurs ne peuvent vivre qu'avec votre aide. Donc, les amis des études celtiques vous remercient beaucoup d'avoir assisté à cette petite conférence. Et puis, j'espère que cela vous a plu et je suis prête à écouter vos questions et savoir qui a gagné le concours des devinettes. Voilà. J'ai fini. Alors déjà, merci Marie hein, pour ta concision, ta précision, le respect du timing. Je rappelle comme toi qu'évidemment, la conférence que tu viens de donner, c'est grâce aux amis des études celtiques et que j'invite tout le monde, ou au moins quelques-uns, à adhérer ou à réadhérer aux amis des études celtiques, hein, parce que tout ça a un coût, hein, payer une plateforme, la diffusion, etc. Et donc, on a cette... Ah, si je mettais la caméra, ce serait plus facile. Voilà. Hein, la revue, donc... la revue des Amis des études éthiques, le bulletin, donc il paraît 3 fois par an. Vous avez à chaque fois entre 50 à 80 pages de quand même
de travaux de recherche, donc c'est quand même pas rien. Et puis tu l'as mis le dernier numéro de Queltia Magazine. Et vraiment, on a de quoi se sustenter en langue française et c'est rare aujourd'hui sur les domaines qui nous intéressent. Alors, je n'avais aucun gagnant. Personne n'ira passer une soirée Ah, bikini à Trégastel avec toi. Je sais pas, c'est dommage pour qui. Pour le moment, je ne vois pas de questions mm, apparaître dans le chat. Je ne sais pas. Alors, il y a des merci, ça, voilà, tu mhm. as voilà, une marée de merci. C'était très intéressant, etc., etc. Il y a pas de questions pour le moment. Soit tu as répondu à toutes les questions que les personnes se posaient ou ne se posaient pas, soit tout le monde est quoi, hein, c'est-à-dire muet devant ce que tu nous as partagé. Peut-être de dire qu'on a aussi un petit opuscule sérieux, on va dire, de Yvan Guézennec ici, hein, euh, sur les écritures celtiques, hein, puisque donc effectivement il y a l'Ogham, mais il y a aussi le Quailbren et l'alphabet de Nennius, et puis de rappeler que si les Celtes, et notamment les Celtes de l'extrême ouest européen utilisaient deux alphabets et deux écritures, donc latine et grecque, pour leurs échanges, on va dire, de nature commerciale ou diplomatique. Par contre, tout ce qui est du registre de Logam, du Quailbren ou de Nennius, c'est vraiment réservé à tout ce qui est sacré, mythique, religieux. Et donc, c'est cette dimension-là que tu vas aussi, je pense, nous partager dans ton livre, parce que tu nous as donné quelques bribes et nous a mis, enfin, Oui. vraiment aux appétits. Alors, si tu as quand même une question, voilà, ici, de quelle époque datent les premiers OGAM? Ah, ah. Alors là, effectivement, ça fait partie des choses que j'ai dû enlever. Alors, officiellement, les ogames sont à peu près du quatrième siècle. On ne sait pas, alors, on ne sait pas si les gens, il y a toujours une dispute. Est-ce que les runes étaient là avant les ogames? Est-ce que les ogames étaient là avant les runes? Donc, normalement, effectivement, officiellement, c'est du quatrième siècle. Il y a un texte qu'on a trouvé qui est peut-être un peu plus tôt, peut-être du deuxième siècle. Mais personnellement, je pense que c'est un peu plus ancien encore, tout simplement parce qu'il y a des arbres qui manquent. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas le marronnier, par exemple. Les quelques, euh, les quelques arbres qu'on trouve dans dans l'alphabet ogamique sont des arbres qui sont en Irlande depuis très très longtemps. Oh, donc on va trouver, le marronnier n'est pas là, mais le marronnier a été amené avec les Romains. Donc dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il serait soit contemporain des Romains, soit à peine après, soit avant. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est accepté dans la communauté scientifique. Vous avez aussi par exemple, un des feeds qui est associé au palmier. Mais en fait, il n'est pas associé au palmier, il est associé aux palmes. C'est-à-dire, bon, c'est bien quelque chose de l'époque chrétienne, mais effectivement, tout comme un oranger, il n'y a jamais eu de palmier sur le sol irlandais avant une certaine époque. Eh bien, le palmier, en fait, c'est la palme utilisée le dimanche des palmes. Donc, pour l'Angleterre, c'est le buis. Pour la France aussi, parfois. Ça peut être bon, n'importe quelle plante verte, en fait, qu'on trouve à cette époque de l'année. Donc, euh, quand on voit parfois des textes ou des livres qui parlent de l'ogame hein, avec un beau palmier en plein milieu, bon, c'est pas tout à fait ça quand même. Euh, vous avez aussi, par exemple, le tilleul. Le tilleul n'est pas dans l'alphabet ogamique, on ne le trouve pas. Mais là, pareil, le tilleul n'est arrivé en Irlande qu'au IIe siècle. Il y avait déjà le bois des tilleuls qui avait été amené par les Romains, donc ils le connaissaient. En plus, le bois des tilleuls, c'est un bois qui ne se tord pas, qui est très bien pour l'écriture. Donc il n'y a aucune raison de ne pas avoir mis le tilleul. Donc, c'est pour ça que personnellement, je pense que c'est peut-être un peu plus ancien qu'on ne veuille bien le croire, mais pour des raisons symboliques et mythologiques. Donc, pour un archéologue, ce motif-là n'a pas de valeur. Tout comme par exemple, quand vous voyez certaines images du saule, le saule qui est associé au saule pleureur, ben, le saule pleureur, il n'est arrivé en Irlande qu'au XVIe siècle. Donc, c'est certainement pas le saule pleureur. C'est le saule osier, le saule marceau, le saule ce que vous voulez, mais pas le saule pleureur. Pareil, c'est pas le peuplier d'Italie. C'est un peuplier, c'est le peuplier blanc. Bon,
voyez? Donc après, chaque arbre, quand on fait des recherches dessus, par exemple le pommier, c'est pas la belle pomme telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est le pommier qu'on appelle crop, donc qui veut dire tout simplement arbre sacré, qui est le petit pomme à cidre, le petit pommier à cidre. Parce que le pommier tel que nous le connaissons, et pareil, il est arrivé très tardivement en Irlande. Euh, donc à chaque fois, euh, on est obligé non seulement de faire des recherches mythologiques, de faire des recherches euh, sur la végétation, donc qu'est-ce qui est crédible et qu'est-ce qui ne l'est pas, de faire des recherches sur la sonorité du mot, de faire... Donc chaque lettre en fait est très complexe et on va retrouver euh, effectivement, moi j'essaye pour chaque feed de me limiter à 25 pages, mais c'est pas évident. C'est vraiment très très complexe. Mais c'est passionnant. Alors, j'avais une question pratico-pratique. On me demande comment obtenir donc les revues dont tu as fait la promotion. Alors, je rappelle que l'événement de ce soir, c'est quand même un événement des Amis des études celtiques, que le bulletin ici, qui paraît donc à raison de 3 numéros par an, vous pouvez l'obtenir au numéro, donc c'est 8 euros plus de port, ou bien vous adhérez aux Amis des études celtiques et vous aurez donc 3 numéros par an. Il suffit de vous adresser, alors notez bien l'adresse, je vais l'épeler. C'est une adresse mail, hein, c'est Axel qui est avec nous là en ligne, qui est la secrétaire. Il faut lui écrire donc en minuscule et sans accent à secrétaire, secretaire, point AEC en minuscule, arrobase, mailo.com, donc mailo.com. Voilà, donc vous lui envoyez un mail et vous lui demandez soit le dernier numéro, soit vous adhérez, vous aurez donc le numéro qui vient de sortir la semaine dernière et les deux autres apparaissent sous un nom. Par contre, la revue Keltia, dont tu faisais aussi la promotion, parce que nous sommes amis, voilà, il suffit d'aller sur Internet et de taper Keltia et vous allez avoir une page pour vos abonnements. Voilà. Vous mettez les Keltia achats au Magazine, numéro. Keltia Voilà. Magazine, parce que Keltia, il Et y en a Keltia Magazine, voilà, voilà. ouais. Mm. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui voulait obtenir les revues. Alors, autre question de Pierre-Benoît Gérard. Le être n'apparaît pas absent du monde celtique insulaire. Est-il tellement majoritaire sur le continent que la question me titillait? Si ceci a déjà été débattu en début de conférence, excusez-moi, etc. Voilà, donc le être n'apparaît pas Non, effectivement. non. Voilà. Effectivement, le être, pareil, pour les mêmes motifs, il est arrivé tardivement en Irlande. Euh, le frêne, par exemple, il est connu pour être très beau. Eh ben, le frêne dans l'écriture ogamique, non, c'est pas le beau frêne, c'est justement le frêne coupé qui donne les lances donc qui donne les rejetons, qui donne les lances. Donc, si vous voyez, c'est parfois on a des très beaux dessins qui sont un peu moins significatifs qu'il ne le faudrait. Voilà. Alors, Mais bah oui, j'ai vas-y. Pascal Tondeur qui me dit j'aimerais intervenir. Mais moi, j'aimerais savoir à quel titre, parce que des Oui, fois, on me voilà. donne la parole. Pardon, Oui. Pascal, oui. Parce qu'il m'est arrivé de donner la parole, des fois, ça prenait une demi-heure. Donc, Alors, si tu attends. peux faire. Moi, je veux bien te donner la parole si tu fais Ouais. court, il n'y a Alors, pas de attends, souci. j'essaye de donner la parole Oui, aux à Pascal. Non, mais il participants. suffit que Pascal remette le micro en marche, il n'y a pas de souci, hein. Oui, oui. Oui, Normalement, il vous y a... Voilà. entendez? Voilà, ouais. Oui, merci Pascal, Donc on on t'entend bien. entend mais on ne voit pas. On entend? Oui, oui, on On t'entend. t'entend et on te voit, oui. Ah bon. Euh, donc j'avais préparé une question, mais donc je pense en fait c'est à vérifier, mais je pense que les games sont plus anciens que les runes. Euh, Vous avez un texte d'Hérodote qui parlait des baguettes de saule et de l'écorce de tilleul, divisé en trois parties, qui étaient en fait des procédés divinatoires qu'on retrouve chez Tacite dans des rameaux ciselés Ouais. euh, qu'il appelait des signes distinctifs sans les appeler encore véritablement des runes, utilisés par des prêtres qui les divisaient également en trois bâtons. Et par contre, pour ce qui est de l'écorce de tilleul, on la retrouve d'une certaine manière chez Saxo Grammaticus, qui parlait de vers sculptés sur du bois placé sous la langue d'un défunt. Donc ce sont des principes plutôt de nécromancie qui sont explicitement nommés des runes Mm. chez Snorri Sturluson à propos d'Odin. En fait, Ogmios et Odin seraient deux personnages un peu similaires en religion comparée.
qui est donc Ogmios est l'inventeur des ogames, mais aussi de la poésie. Selon moi, c'était deux choses différentes. Peut-être que je me trompe. Mais et Alors, donc le deuxième glissement, après je termine, c'est que je me demandais si vous n'avez pas observé aussi le fait que donc dans les tablettes de Chamalières qui ont été analysées par Pierre-Yves Lambert, il a trouvé une similitude entre une formule magique de la Tenbo-Kueng, excusez-moi pour l'accent, et la première phrase des tablettes de diffiction de Chamalières. Et donc, il y a, selon moi, une forme de métalangage, de forme de divination variable de l'ogame à la tablette de diffiction et en fait de la pratique divinatoire par le bois vers ce système d'écriture qui, pour moi, n'est pas encore de la poésie en tant que telle, mais vous allez peut-être me contredire. déjà, la baguette des chamalières, il me semble déjà qu'on parle de Vidula, donc c'est-à-dire que vraiment, on est dans tu me corrigeras si c'est pas chamalière, hein, mais on est déjà dans la notion de fit, Vidula et fit, Vid et fit, c'est la même chose, hein, l'un en, en, en gaulois et l'autre en irlandais. Donc, Vidula, ce serait dans ces cas-là la sorcière qui manipule les fides. Euh, donc, mais effectivement, elle ne va pas le graver dans du plomb, parce que ça, c'est strictement interdit. Donc, euh, effectivement, du coup, le métalangage, ce serait possible, mais je ne connais pas assez bien le gaulois pour pouvoir, pouvoir m'avancer là-dessus. Alors, ensuite, oui, il y a des textes différents textes qui vont parler d'écriture sur du bois. Il y en a même un Neymar en Italie, je crois, ou dans l'Italie du Nord. Il y en a en Allemagne. Il y en a. Donc, il y a plusieurs textes qui vont parler de signes gravés sur du bois. Donc, effectivement, c'est traité dans le livre, mais là, ce n'était pas le sujet. Mais on n'a aucune preuve que ce soit de l'ogame. Euh, mais le principe est le même, effectivement. Et l'ogame utilisé à un titre divinatoire, il y a même un ogame divinatoire qui écrit, on écrit le nom de la mère en ogame et on compte les petits bâtonnets pour savoir si elle va être enceinte d'un garçon ou d'une fille. Donc, bon, personnellement, je pense qu'on a dû louper quelque chose parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas besoin de changer de nom pour changer de sexe de bébé. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir une fille et sans changer de nom, on peut avoir un garçon derrière. Donc, il doit avoir, et les Celtes n'étaient pas idiots, donc il doit y avoir un truc. Mais c'est tel que c'est décrit dans l'oreille celte. Donc oui, les ogames étaient utilisés à titre divinatoire, c'est évident. Euh, D'autant plus que si vraiment on est croyant et qu'on croit qu'il y a un Dieu qui essaye de vous parler, euh, effectivement, d'ailleurs, bon, ça aussi, j'en ai pas parlé parce que bon, il faut bien s'arrêter quelque part. Euh, les cris des oiseaux est utilisé comme divination. Et le roi Télé, notamment, qui est donc associé au cète, au chêne, est aussi un oiseau qui est associé qui prévient si ta femme va être enlevée de toi. C'est exactement la même chose pour laquelle Lug a écrit les 7 bouleaux, les 7 traits. Donc, il se trouve à la 7e place, le Roitelet aussi, parce que, avec ses cris, il avertit d'un enlèvement. Oh, est-ce qu'il a eu cette réputation parce que l'ogame existait avant? Bon, ça, on ne sait pas, mais euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est. Rien n'est lié au hasard. Chaque élément est là pour une bonne raison. Alors, je ne dis pas que j'ai trouvé pour tous les éléments la bonne raison pour laquelle il se trouve, mais je dirais pour 80%, oui. L'emplacement n'est pas lié à une manipulation d'un alphabet, qu'il soit grec, latin, hébreu, un mélange des deux, un alphabet qu'on compte sur les doigts, j'en sais rien, mais je veux dire, l'emplacement est vraiment déterminé par une particularité liée à l'arbre, l'oiseau, la couleur qui est associée à ce chiffre. Voilà.
Merci. Alors déjà, merci Pascal, parce que ton intervention, elle était vraiment courte, précise et contributive, ce qu'on a aussi appris. Mm. Alors François Piguet, bonjour François, donc il nous dit mon sentiment. Alors les Celtes n'écrivaient pas pour leur religion et leurs textes mythiques pour ne pas la figer. Quand ils ont utilisé l'ogame, il y a plusieurs niveaux d'interprétation et rien n'est vraiment figé dans l'interprétation non plus. Mm. Oui, et il a raison. Euh, et d'autant plus qu'on a un texte, bon, qui n'est pas celtique, mais qui est alors, islandais, je crois. En tout cas, il est lié aux runes. C'est-à-dire qu'il y a un texte islandais. Dans le saga d'Egil, Egil quelque chose, on va retrouver un texte qui explique que justement, il ne faut pas graver les runes parce que si c'est gravé, on ne peut plus l'effacer et ça peut être néfaste. Et il y a aussi cette notion de on n'apprenait pas des choses, et ça c'est César qui l'a dit, hein, les druides ne mettent rien par écrit parce qu'ils ne veulent pas que le savoir soit disponible pour les rustres, les paysans ou quelque chose du genre. En fait, donc on a souvent dit pour cette raison que les druides n'étaient pas très démocratiques. Sauf qu'on va retrouver exactement le même motif dans toutes les religions de l'époque, même la religion chrétienne. Par exemple, dans la religion chrétienne, on le formule autrement, on dit qu'il ne faut pas jeter des perles au cochon. Dans la religion latine, euh, alors chez les Romains, pardon, ça va être il ne faut pas figer, il ne faut pas que le mort gagne sur le vivant, c'est-à-dire l'écrit sur la parole. Donc, et on va le retrouver partout. Et effectivement, l'écriture, donc comme je vous ai dit, l'écriture ogamique au départ était initiatique. Il fallait faire un pas de côté pour pouvoir le lire. On ne doit pas regarder le devant de la pierre, on doit regarder l'angle de la pierre, ce qui est complètement contre-intuitif. Et effectivement, si on dit, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit, ouais, non, c'est impossible à écrire et à lire. Mais oui, c'est impossible à lire et à écrire, c'est fait exprès. Je veux dire, c'est une écriture initiatique, c'est une écriture secrète, et c'est pas fait pour être lu par n'importe qui. Donc ensuite, l'ogame scolastique, oui, l'ogame scolastique devient une forme d'écriture on peut trouver parfois des pages écrites en ogame, ce qui est relativement rare, mais on peut en trouver. Et effectivement, on a perdu tout ce rituel, toute cette croyance initiatique. Mais au départ, l'ogame n'est absolument pas fait pour être lu facilement. C'est une écriture chiante à lire, excusez-moi le mot, et c'est fait exprès. Mais voilà, je pense que tu as répondu à la question de François. J'avais une question de Mathieu Alford. Bonjour Mathieu. Alors, il voulait savoir s'il y avait une association entre les lettres ogamiques et les espèces d'arbres. Oui, oui. Donc, bon, j'ai peut-être pas essayé d'être assez clair, mais effectivement, chaque lettre ogamique est associée à au moins un arbre, mais pas toujours avec les mêmes gloses. Donc, par exemple, quand on a le Briatarogame de Cuchulainn, excusez-moi, monsieur Alfort, si je prononce mal, euh, il mentionne très peu d'arbres. Le Briatarogame de Moran MacMoyne en mentionne d'autres. Et dans ces gloses à lui, il y a quasiment toujours un arbre. Je crois qu'il y a une exception. Mais parfois, il peut y en avoir deux, trois, voire même quatre arbres. Euh, dans le Briatarogame de McIntosh, Matt Hancock, il y a toujours au moins un arbre. Parfois deux, mais il n'y en a jamais quatre ou cinq, bon quatre. Euh, après, s'il y a Gort, qui est un truc un peu difficile, il est associé à 7 ou 8 noms d'arbres parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc tout le monde y va de sa traduction, de son interprétation. Mais en tout cas, chaque fide ogamique est associé à au moins un arbre par au moins un poème ogamique. Et voilà. Après, effectivement, Valençay fait systématiquement l'association à un arbre, mais lui aussi, son alphabet, son bobelote est intéressant parce que il va expliquer, non, il ne va pas expliquer. Par exemple, le hou. Alors, le hou, il est associé, donc, bon, il s'est trompé, j'aime pas dire qu'il s'est trompé, mais bon, euh,
bon, ça c'est décalé apparemment. Donc il n'est pas associé à tin, mais il est associé à dir, je crois. Mais ensuite, il met tous les houts dedans, c'est-à-dire le faux hou, vous savez, les trucs qu'on trouve dans les bois à peu près au même moment avec les baies rouges, mais qui, avec des feuilles qui piquent. Mais les feuilles sont lisses, alors je ne sais plus ce que c'est comme plante. Donc en fait, on découvre que tin est associé à ce feed tout simplement parce qu'il a des feuilles qui piquent. Donc à la limite, il y aurait eu des cactus en Irlande, il était possible qu'ils auraient mis les cactus dans le même feed. Parce que c'est le feed des feuilles qui piquent. Après, vous avez encore une fois bon, bait, c'est un peu particulier, il n'y a qu'un arbre. Il n'y a que 7 feeds où il n'y a qu'un arbre associé. Et ces 7 feeds, donc c'est bait, c'est des arbres en fait, c'est des feeds qui ont des noms d'arbres. Bait, on sait que c'est le boulot. Donc il n'est pas, à moins qu'éventuellement il y a un ayacé qui peut être associé, mais bon. Donc ça devient très, un arbre est toujours associé, un feed est toujours associé à au moins un arbre, mais il n'a pas, cet arbre peut être associé à plusieurs autres feeds. Donc, mais c'est tout simplement parce qu'il est associé à ce feed-là pour une particularité. Soit parce qu'il a des baies rouges, soit parce que, par exemple, le peuplier, à un moment, il est associé à l'arbre parce que le peuplier tremble. Donc, il est associé à Huat, qui est un arbre qui est lié à l'horreur. Parce que le peuplier tremble parce qu'il a peur. Mais il est aussi associé à un autre, on, parce qu'il donne le bruit de la mer, parce que quand le vent est dans le peuplier, il bruisse fort. Donc, donc c'est pas l'arbre lui-même en tant que tel qui est associé, mais c'est une particularité de l'arbre. Et c'est pour ça qu'il est associé au fil. C'est ça, voilà. Et donc, si je peux me permettre de réagir, Oui, c'est de là d'où venait un peu ma question. Vous avez évoqué le boulot, oui, qui, si je ne me trompe, est associé un peu au symbole de commencement, tout à sauf fait, si je suis dans l'erreur. Mais le boulot, voilà, c'est bien connu en foresterie, c'est une essence pionnière, c'est la première à tout à venir fait. dans la colonisation forestière à partir d'un milieu ouvert. Oui, tout à fait. Il y a l'if aussi, qui est associé à un symbole de mort et d'immortalité. Mm, Et on sait aussi que dans les essences forestières, elles font partie des plus longévives et des plus toxiques. mm, Enfin, du coup, ça a du sens. tout à fait. Euh, mais dans ce que vous dites, c'est pas spécialement une lettre n'est pas spécialement c'est associé à une essence, mais pas spécialement à une essence en particulier. Ça peut être associé à plusieurs essences. Oui, en fait, il y a 7 lettres qui sont associées à une essence en particulier, dont le boulot. Mais effectivement, la plupart des feeds, donc sur les 20, c'est-à-dire il en reste 13 quand même, qui sont associés à plusieurs arbres et dont ils n'ont pas l'exclusivité. Donc D'accord. le boulot, il est exclusif et il est associé qu'à bait et bait n'a pas d'autres arbres. Mais d'huire, d'air, normalement, oui, il est aussi uniquement associé au chêne. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le bouleau est un élément de l'ogame et le chêne aussi. Donc ce n'est peut-être pas un hasard non plus. Euh, mais sinon, Louis, il est associé à 3 arbres différents. Au pin, D'accord, mais donc, à l'orge. dans les ouvrages où on peut lire où ils font des tableaux, hein, Ouais. telle lettre, c'est telle essence, c'est pas spécialement vrai en fait. Non, non, non. En fait, c'est pas faux non plus, mais c'est incomplet. Ok, Voilà, c'était l'objet de ma question. très bien. Merci. Merci d'être là. Merci. Alors, alors je reprends dans l'ordre où c'est arrivé. Zut, alors j'ai une autre personne qui demande où peut-on trouver tes 2 livres? Alors j'ai envie de répondre à ta place. Il suffit de s'adresser à la revue Keltia Magazine, qui a une librairie en ligne et qui propose tes 2 ouvrages en vente par correspondance. Parce que sinon, dans les librairies, il faut attendre, il y a le délai d'attente aussi parce qu'il faut les commander, hein. Oui, après le Saint et le Cheval, je ne sais pas s'il y en a encore. Je crois qu'il est épuisé, mais je vais me renseigner. Voilà. Voilà, mais sinon, Keltia Magazine, voilà, ils ont Ouais. la librairie en ligne Oui, tout et à fait. ça peut répondre, voilà. Alors, j'avais Et donc le livre sur les ogames en 2026 seulement, hein. en 2026 chez Iran et Bonheur, donc là, on le trouvera normalement dans toutes les bonnes librairies en Bretagne et chez Keltia Magazine en correspondance et au Tout à fait. Festival interceltique à Lorient.
Alors, j'avais Benoît qui pose une question. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est les différentes AIGME? Ah zut, Avec ça... mes, oui. Ouais, attends, je reprends la question. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est que les différentes AIGME des alphabets suivant les créateurs ou toute autre chose? Je n'ai pas compris la question. Les différentes avec mes, qu'est-ce que tu disais? Parce qu'il y a un avion qui est passé en Oui, même temps. qu'est-ce que c'est les différentes AIGME des alphabets suivant les créateurs ou toute autre chose? Alors non, les avec mes sont fixes. La suite des lettres est fixe. Et c'est même arrivé à un tel point que les lettres sont souvent notées. C'est-à-dire, de toute façon, avec l'écriture ogamique crop, on ne peut pas ne pas on peut pas changer de place les lettres, hein, parce que comme ce sont des traits qui se comptent d'abord main droite, main gauche, pied droit et pied gauche, euh, la suite est toujours identique. Donc le Eikme, on appelle ça le Eikme B tout simplement parce qu'il commence par le B ou par Eikme Beit quand on veut faire plus ésotérique. Euh, mais on sait par principe, donc on ne sait pas si ça s'appelait Late mais Beit avant, mais bon, ça. Mais par principe, on sait que euh, c'est obligatoirement par groupe de 5. C'est pas comme l'écriture unique où le groupement de 5 n'est effectif, n'est prouvé que sur les bractéates qu'au 7e siècle, je crois. Auparavant, on avait des suites runiques, mais je ne crois pas qu'on ait une séparation en groupe avant cette époque-là, mais je peux me tromper, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Mais en tout cas, avec l'ogam, dès son invention, il n'était pas groupe de 5. On ne peut pas faire autrement, puisque le principe même est de le classer par groupe de 5. C'était quoi la question déjà? Oui, ben, c'était justement par rapport à AIGME. Voilà. Donc Est-ce qu'il l'ACME se B, rattachait à un voilà, créateur? ouais, Voilà, oui. ouais. Donc l'ACME B, quel que soit le créateur, est forcément l'ACME B ou l'ACME Bait. Euh, L'ACME Huat est forcément, quel que soit le créateur ou le gloseur, puisque c'est celui qui fait les gloses, euh, c'est forcément Huat. Je veux dire, il n'y a aucune. Après, dans les Aïgiter, effectivement, on peut avoir donc Huat, c'est Hadei, c'est l'engoulevent. Huat, en fait, c'est un spectre. Le mot Huat, ça veut dire horreur, mais il y a aussi des spectres qui s'appellent des spectres Huat, et notamment la reine Maeve est aidée à un certain moment par des spectres Huat. Euh, et est associé aussi l'engoulevent. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi l'engoulevent. En fait, l'engoulevent, il a un bruit très particulier. C'est un peu comme une mitraillette. Mais en fait, c'est aussi le son de la cresserelle. Et encore une fois, donc tout ce qui est aide c'est moyenâgeux, hein. Et le son de la cresserelle était utilisé pour annoncer les lépreux. Les lépreux qui avaient une certaine importance dans la mythologie celtique, mais moyenâgeuse. Donc, et forcément, les lépreux, ça fait peur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très complexe et de très complet pour bien comprendre les choses. Mais le Hadei, euh, il est quand même associé à Huat, et le Huat, et je veux dire, l'Aïkme s'appelle comme ça, même si ensuite on ne parle plus d'arbres, donc la première lettre de l'Aïkme H serait le Hadei. Non, on va dire, dans l'Aïkme Huat se trouve en premier la Hadei. Donc ça reste le même nom. Donc c'est pour ça aussi que je pense que effectivement l'association avec les arbres doit être très ancienne. Alors, j'avais une suggestion de Maïli qui disait que ce qui peut ressembler au roux dans la forêt pourrait être le fragon, éventuellement. Voilà, c'est Et on a ça, c'est parlé tout ça. à l'heure. Ouais, Bon. ouais. Voilà, donc Maintenant que tu Maïli le a dis, gagné un oui, voilà. carambar. Voilà. A gagné un carambar, voilà. Au festival interceltique, hein, parce que Ouais, ouais. j'ai Pierre Benoît, tout le monde. Voilà, à l'origine, si on se réfère donc à James Carnet, donc l'un des premiers à avoir remis en cause la datation de Logam hein, dans le Tainbo Kwenge, la Mhm. razzia des vaches de Collet, le héros principal, donc Curulin, possède un char de combat. Or, ce type de véhicule n'était pas utilisé en Irlande après le 1er siècle avant notre ère. Et dans cette épopée, Curulin utilise et maîtrise Logam. De quoi encore souligner l'aspect surnaturel de l'utilisation de l'ogam par des entités surnaturelles, des druides, des héros, des du-milieu, etc. Argument démontable, évidemment, mais qui ne sert pas de base à sa démonstration linguistique. Linguistique, pardon. James Cornet n'est depuis plus cité, même par des spécialistes récents irlandais. Oui, c'est vrai que
Il est toujours très difficile de dire que ce texte date de cette époque-là parce qu'il y a cette chose linguistique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu de l'heroic fantasy, mais vous avez parfois des gens qui parlent avec un langage un peu châtié pour indiquer que c'est le chevalier qui parle. Donc, ce n'est pas une preuve, même si personnellement, je suis persuadée que le logam est beaucoup plus ancien qu'on va bien le croire. Euh, mais le problème aussi, c'est comment reconnaître le logam. Dans mon bouquin, donc j'ai prévu une vingtaine de pages sur des choses, parce que bon, vous avez vu, le logam scolastique, c'est quasiment du n'importe quoi. C'est tout simplement on définit un logam par une quantité par rapport à un axe finalement. Donc vous allez avoir donc 5 traits ou un trait à gauche, à droite ou sur le trait, ou des petites bulles, des petites pointes, mais vous n'avez pas forcément, ça peut être aussi, comme je disais à quelqu'un d'autre, à la limite, ça pourrait être des mouches sur le bord d'un verre, et du coup, c'est les dieux qui vous parlent avec la bouche qui se balade. Je veux dire, c'est tout simplement un élément qui est par rapport à un axe. Donc, ça peut être des grains de sable, des grains de café, à la limite des nuages. La forme de la lettre n'a absolument aucune importance. C'est le chiffre qui est important, c'est le drintar qui est important. Dans quel EICM il se trouve et à quel emplacement. Et c'est ça qui définit la lettre. Ben, disons qu'une erreur ou un risque du 21e siècle et de l'esprit occidental, c'est peut-être de prendre les ogames pour des codes-barres, ce qu'ils ne sont pas, hein. Mais, bah, Puisqu'ils sont quand même bien au-delà de l'usage du code-barre. mais effectivement, parce que parfois on va trouver donc des ogames qui ressemblent à l'ogame des boucliers, par exemple. Mais je veux dire, à la limite, on s'en fiche de la forme qu'ils ont. C'est tout simplement de quel côté du druim ils se trouvent, que ce soit un angle de pierre ou que ce soit un trait sur un papier, et à quelle quantité. Alors, j'ai une autre question là. Pouvez-vous nous dire les 5 autres arbres associés aux cygnes? Au signe. Alors, les cygnes, je pense aux ogames. Parce que les ogames Les ne sont pas cinq des autres arbres, cygnes. ben, comme j'ai dit, il y en a à peu près 50. Donc, quels autres arbres? Ben, je ne veux pas nommer les 50, mais euh, les plus fréquents, effectivement, ça va être le peuplier. Bon, ben, bien sûr, bon, bouleau, orme, sauge, Noisetiers, ouais. noisetier. If. Oui, il y en a tellement. Il y a aussi des buissons, donc il y a la bruyère, il y a un moment quelque chose qui pourrait être peut-être comment ça s'appelle, le seigle. Euh, donc, comme je disais, le buis, le hou. Il y en Enfin, a on tellement. découvrira ça en 2026 dans ton livre, Voilà, donc dans un tout an à à peu fait. près, hein, puisqu'aujourd'hui c'est un peu une mise en bouche. Et puis, il faut Voilà. dire aussi qu'on attendait la sortie de ton livre cette année, mais que tout le monde connaît un peu ou, Peut-être voilà, pas les tout le monde, mais bon, difficultés du diffuseur Cobbraise en Bretagne, et donc il a généré, on va dire, des problèmes chez les éditeurs en aval. Et donc, mais ton livre sera quand même publié. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, voilà. juste avec un peu un an de délai, quoi, à peu près. Donc, ouais. Très bien, voilà. Bon, ben, je sais pas s'il y a encore des Alors, questions. est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la personne me dit, je me suis mal exprimée. Elle dit, je voulais parler des arbres qui sont fixes, comme le bouleau et le chêne. Ah, pardon. Alors, le bouleau, le chêne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le frêne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis en train de regarder. L'aubépine. Bouleau, chêne, frêne, aubépine. La pomme, qui n'est qu'à un endroit aussi. Et puis, il en manque deux. Suite dans le prochain numéro. Voilà. Oui, voilà, voilà. Amitié de Belgique et du Luxembourg. Les gens sont contents de l'autre Ah côté de ben, la frontière voilà. hexagonale. Donc, tout va Bon, bien. très bien. Voilà. Ouais. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on ferme la séance. Sinon, on va interrompre l'enregistrement et puis on pourra le retrouver ensuite sur la chaîne YouTube. Donc, je vous rappelle, abonnez-vous
au bulletin des Amis des études celtiques en adhérant tout simplement à l'association. Donc, je vous ai donné l'adresse d'Axel, notre secrétaire. Je vais la rappeler parce qu'elle ne sera pas sur l'échange. Donc, je vais la rechercher. Je vais effacer. Voilà, donc sans accent, hein, secrétaire.aec mailo.com. Voilà, donc secrétaire sans accent, un point AEC attaché, mailo.com. Donc, vous lui envoyez un message et vous lui demandez soit au numéro, c'est 8 euros le numéro, frais de port en plus, soit vous adhérez à 30 euros et vous aurez 3 numéros sur l'année. Voilà, et puis sinon, pour Keltia Magazine et les ouvrages de Maric, eh bien, Keltia Magazine en ligne et vous allez à la boutique librairie en ligne et vous allez trouver ces ouvrages en vente. Voilà, Maric, je ne sais pas si c'est bon pour toi. Hein, elle a coupé le. Voilà, non, c'est coupé, le son est coupé, Maric, on ne t'entend pas. Pardon. Voilà, Alors, merci. oui, effectivement, je vous remercie d'être venus si nombreux. J'espère que ça vous a convenu. Et éventuellement, si vous voulez un écrit de ce qui a été raconté, je ne sais pas si ça va être publié dans le bulletin ou pas, des AUC, mais C'est si prévu. c'est prévu, donc Oui, oui, je te demanderai un article pour le prochain numéro. Hein. voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, il vous reste plus qu'à vous abonner, ou en tout cas acheter le dernier numéro. Voilà. Merci beaucoup, Maric, et puis merci d'avoir consacré du temps à ta conférence et puis à répondre aux questions. Hein. C'est un sujet qui est passionnant et puis c'est un sujet qui est, avec ton approche, qui permet de sortir un petit peu des sentiers ésotéristes hein, desquels on a l'habitude dans les rayons des librairies, malheureusement. Et donc, tu vas modifier un petit peu l'offre, puisqu'en offrant ton ouvrage qui sera quand même beaucoup plus fouillé et puis sourcé que ne le sont les lectures qu'on nous propose par ailleurs. Eh bien, merci aussi à François d'avoir été présent. Je fais un petit coucou. Je vous remercie tous d'avoir choisi de sacrifier cette soirée à cette conférence. On se dit à la prochaine qui aura lieu, donc on est quand au mois de mai, ce sera à la rentrée. Et vous serez informés, bien sûr, soit dans le mailing de l'association, soit après dans les réseaux sociaux. Et donc, vous retrouverez en ligne sur la chaîne YouTube des Amis des études celtiques cette conférence et toute la série des questions-réponses qui suivaient. Ça permet en se réécoutant, voilà, parce qu'on oublie des choses une fois qu'on a raccroché. Merci à tous, bonne soirée à tous. Merci Maric et à tout bientôt. Au revoir. Merci à tous. Donc Maric, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît.